Donc moi aussi, je voulais remercier les organisateurs pour l'invitation à venir présenter un petit peu les recherches que je mène depuis plusieurs années à l'université. Donc en fait, je m'intéresse aux relations entre sciences et société, et peut-être on va commencer par juste faire un petit aperçu historique pour dire que ce domaine de recherche a débuté dans les années 70, en lien avec le désir de mieux comprendre ces relations, en particulier les critiques qui émergeaient dans cette période-là. Donc il n'y a rien de nouveau, on entend des fois parler de crise actuellement, mais si on fait un petit retour en arrière, on voit que déjà dans les années 70, on se préoccupait de cela. Ce domaine, hors la pandémie de Covid-19, le réchauffement climatique, des controverses actuelles, rendent toujours pertinent ce besoin de mieux comprendre ces relations. Et donc, comment est-ce que ce domaine de recherche s'est développé? En particulier, il s'est développé à l'aide de grandes enquêtes, qu'elles soient internationales ou nationales, qui ont souvent été financées par les décideurs politiques ou les décideurs scientifiques. C'est le cas de la Commission européenne, DG Recherche, pour les eurobaromètres sciences et technologies. Comment est-ce qu'on fonctionne dans le cas des eurobaromètres? Eh bien, il y a la Commission européenne, mais il y a aussi un comité d'experts emmené par des grandes figures comme Martin Bauer, Daniel Bois. Et puis, il y a une négociation, une discussion entre la Commission européenne et puis ce groupe d'experts pour définir qu'est-ce qui est pertinent à un moment donné pour comprendre les relations entre sciences et société. Alors, j'ai eu la chance de participer depuis 2005. Donc, c'est intéressant d'être à l'intérieur pour voir comment se dessinent ces enquêtes. Et Martin Bauer, non seulement est une figure importante dans ce groupe d'experts, mais il a aussi écrit sur l'évolution des enquêtes. Et ce qu'il propose dans plusieurs articles qu'il a écrits, c'est de voir quels sont les paradigmes qui ont progressivement été amenés pour essayer d'étudier ces relations. Et pour faire simple, ce que l'on voit quand on regarde ces différents paradigmes, c'est qu'on a considéré que le problème était successivement dans différentes entités. Au début, c'était un problème plutôt au niveau du public, puis ça a été défini un problème plutôt au niveau de la science, et c'est ce que je vais défendre en grande partie dans cette présentation. Actuellement, on est plutôt en train de se demander si le problème n'est pas au niveau des scientifiques. Et pour faire court, jusque dans la moitié des années 80, eh bien, on considérait que le problème venait plutôt d'un manque de connaissances scientifiques du public, donc il fallait mettre en place toute une série d'activités pour augmenter ces connaissances scientifiques. Entre les années 85 et 95, on a évoqué un possible problème lié à des attitudes trop négatives du public. Entre 1995 et 2019, on a étudié le fait, est-ce que le problème n'est pas lié à une crise de confiance envers les sciences? Et dans le dernier Eurobaromètre, ce qui a été mis en place, en particulier parce que la Commission européenne s'inquiétait du fait qu'un certain nombre de comportements frauduleux de certains un tout petit groupe de scientifiques, ils se demandaient si ces comportements frauduleux avaient un grand impact sur l'opinion publique. Et donc, dans le groupe d'experts, on s'est dit effectivement que ce serait intéressant d'étudier ces comportements des scientifiques, comment est-ce qu'ils étaient perçus par le grand public. Et donc, dans cette présentation, je vais vous présenter quelques résultats. On m'a demandé de faire un panorama assez large, quelques résultats récents ou d'évolution de ces résultats pour documenter le paradigme 2, 3 et surtout le 4e paradigme. Donc, le dernier Eurobaromètre auquel la Suisse, bien évidemment, a participé. La Suisse participe aux Eurobaromètres depuis 2000. Eh bien, contient un certain nombre de questions pour mesurer les attitudes de la population vis-à-vis des sciences. Et ce que l'on voit, c'est que les Suisses ont plutôt des attitudes positives vis-à-vis des sciences. Si on regarde la sélection de questions que je vous ai présentées dans ce slide, on voit qu'une majorité considère que les sciences et les technologies ont un impact positif sur notre vie, notre santé, 61% d'accord, qu'une majorité considère que la science augmente les possibilités pour les générations futures. On voit aussi qu'une majorité considère qu'il est important d'avoir des connaissances scientifiques pour la vie quotidienne. Même s'il y a des conséquences négatives des développements scientifiques, on arrivera toujours, grâce aux inventions, à neutraliser ces conséquences, 53% d'accord. Néanmoins, la majorité de la population n'adhère pas à toutes les promesses. Par exemple, ils considèrent que
grâce aux progrès scientifiques et technologiques, on ne pourra pas rendre les ressources naturelles de la Terre inépuisables. Il considère aussi que l'intelligence artificielle et l'automatisation ne créeront pas plus d'emplois. Et pour finir, en fait, on voit que la population n'a pas une vision omnipotente de la science, puisqu'une majorité relative considère que les sciences et technologies ne peuvent pas résoudre n'importe quel problème, et une majorité, là, considère que la science doit avoir des limites dans ce qu'elle est autorisée à étudier. Donc voici un petit peu un premier aperçu des attitudes des Suisses vis-à-vis des sciences. Ça, c'était le deuxième paradigme. Le troisième paradigme parlait de la crise de confiance envers les sciences. Cette prétendue crise de confiance, elle est répétée à l'envi par les institutions scientifiques, dans ces revues, mais aussi dans les journaux grand public. Ce qui m'a toujours troublée, c'est que finalement, on répète à l'envi qu'il y a une crise de confiance envers les sciences, mais est-ce que c'est fondé empiriquement ou pas? Eh bien, je vous ai sélectionné un certain nombre d'études pour répondre à cette question. La première étude que je vais mobiliser, c'est le Wissenschaftsbarometer, donc cette étude réalisée à l'Université de Zurich, mais qui est plus sur la communication scientifique. Mais néanmoins, je fais aussi partie de ce groupe avec Martin Bauer. On inclut aussi des questions de confiance pour pouvoir avoir un panorama général. Et ce que vous voyez avec ces chiffres, c'est que, en gros, 90% des Suisses ont une confiance forte ou moyenne vis-à-vis de la science. Et si on se restreint à une confiance forte, on est autour de 60%. Donc, cette prétendue crise de confiance, qui implique une confiance qui décline et qui est très faible, elle n'est absolument pas confirmée par les résultats empiriques. Puis comme on a d'autres études, par exemple le Wellcome Global Monitor, on voit qu'on a des chiffres équivalents. Là, après, on peut dire, mais si on pose la question de manière directe, peut-être que ce n'est pas la bonne manière de la poser. C'est pour ça que l'Eurobaromètre pose la question un peu de manière indirecte, puisqu'elle pose la question, quelle est l'influence des sciences et des technologies sur la société? Est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Et là, on voit qu'on arrive à des chiffres équivalents. Et puis, on voit en fait où se situe la Suisse, c'est la petite flèche, par rapport aux autres pays. On est plutôt dans la moitié supérieure des pays européens en termes de niveau de confiance vis-à-vis de la science. Et donc, il n'y a pas de crise de confiance, mais quand pour les partisans de la prétendue crise de confiance, bien avec ça vient très vite, en fait, la solution à cette prétendue crise de confiance, c'est qu'il faut augmenter la qualité, le nombre de communications des scientifiques. Et c'est pour ça, en fait, que on a vu apparaître une réflexion sur les scientifiques. Et donc l'étude des scientifiques s'inscrit au croisement des études des professions académiques ou de celles liées à la communication scientifique. Si on s'intéressait à l'activisme, ce serait aussi au croisement avec des disciplines politiques, mais moi, ce n'est pas ce que j'étudie, donc je ne vais pas ouvrir cela. Donc je vais plutôt voir qu'effectivement, les études des professions académiques, elles s'intéressent principalement aux deux premières missions d'un scientifique travaillant dans une haute école, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche. Il s'agit de voir comment ces missions sont liées, par exemple, à la progression dans les carrières. Par contre, si on est du côté en fait, de la communication scientifique, quelle est la mission qui est surtout importante? C'est cette troisième mission. Alors moi, je l'appelle engagement envers les sciences. Effectivement, on n'a pas tout à fait la même définition que la vôtre. Cette mission d'engagement envers la société, elle a pris de l'ampleur en Suisse à la fin des années 90, en lien en particulier avec le politique. Si vous vous rappelez, à la fin des années 90, il y a eu la fameuse initiative de 1998 sur le génie génétique, et pour la première fois en Suisse, on a vu des scientifiques descendre dans les rues pour défendre leur travail. C'était la première fois qu'on voyait ça en Suisse. Et si vous vous rappelez, eh bien, les intentions de vote qui étaient plutôt en faveur de l'initiative, en lien avec cette mobilisation des scientifiques, ils ont réussi à faire changer la vie de la population et au final, l'initiative a été rejetée. Donc en fait, c'est à cette période que la troisième mission du scientifique est devenue importante. C'est en lien avec ça que l'Observatoire Sciences et Politiques a été créé en 1999, parce qu'on s'est dit c'est important d'essayer de
mieux comprendre cette relation qui existe entre la science et la société. Et donc, si on a une nouvelle mission pour les scientifiques, c'est sûr que la question qui se pose, c'est est-ce que les scientifiques remplissent ou pas cette mission? Et donc, il y a des enquêtes qui ont été faites au début des années 2000, au début dans les pays anglo-saxons. Et moi, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à cette question en 2007. Pourquoi en 2007? Si vous vous rappelez, localement, on a eu en 2005 l'initiative contre la construction de l'animalerie. Il y a eu un groupe de travail qui a été fait après pour comprendre ces votes. Et moi, j'ai eu l'idée de faire la première étude de l'engagement des scientifiques dans le cadre de l'Université de Lausanne. Et j'ai réalisé une étude en 2007. J'en ai réalisé d'autres, en particulier une en 2020, où je me suis aussi intéressée en lien avec la politique, à un type de scientifique en particulier, c'est les scientifiques qui travaillent dans l'expérimentation animale, parce que vous savez qu'on a aussi voté assez récemment sur l'expérimentation animale. Donc en Suisse, effectivement, cette troisième mission, elle est assez liée à le système politique qui nous amène à voter sur des thèmes scientifiques. Mais quand on s'intéresse à l'engagement des scientifiques, c'est sûr qu'on peut le faire au niveau individuel comme je l'ai fait, mais on pourrait aussi le faire à d'autres niveaux, par exemple au niveau des unités de recherche ou au niveau des universités. Et c'est ce que font en particulier aussi des collègues de l'université de Zurich. Eux se sont plutôt intéressés à l'engagement au niveau méso et au niveau central. Et donc si j'essaye de faire une petite synthèse des résultats que l'on a des études au niveau individuel sur l'engagement des scientifiques. Qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'une majorité de scientifiques sont engagés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être engagé? Dans ma définition, c'est faire au moins une activité d'engagement dans les 12 derniers mois. Une activité d'engagement, c'est quoi? Eh bien, c'est ça, s'adresser à différents publics. Ça peut être le grand public, ça peut être les enfants, ça peut être le politique, ça peut être des ONG. Donc, différents publics avec différentes formes d'activités, des conférences, des cafés scientifiques, des initiatives dans les écoles, etc., etc. Et donc, globalement, dans mes études, et on voit aussi dans les études d'autres pays, on voit qu'une majorité de scientifiques sont engagés. À l'Université de Lausanne, il y avait 78% de scientifiques qui avaient fait au moins une activité. Pour l'expérimentation animale, c'était 73%. Après, ça c'est un critère, le pourcentage qu'ils font. On peut se poser la question, OK, une activité, c'est pas beaucoup. Donc, en moyenne, combien est-ce qu'ils en font? À l'Université de Lausanne, c'était 7,7 en moyenne. Mais comme statisticienne, je sais très bien que la moyenne, elle cache beaucoup de choses. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, la moyenne cache beaucoup de choses parce qu'il y a une distribution pyramidale. C'est-à-dire qu'il y a un petit groupe de scientifiques qui font énormément de communication. Ils en font une vingtaine, ils en font par exemple par année. Et puis donc, il y a un autre groupe de scientifiques qui en font très peu. Donc ça, cette distribution pyramidale, elle n'est pas spécifique en Suisse. Elle existe dans de nombreux pays. On voit aussi apparaître de grandes différences individuelles en fonction du statut, de l'âge, du genre. Pour faire court, dans l'espace public, vous aurez plus de chances de voir un professeur âgé de sexe masculin qu'une jeune assistante de. D'accord? Ça, c'est des caractéristiques que l'on voit. Après, l'effet du genre, ça dépend parfois des disciplines. Ce n'est pas toujours le cas. Mais l'effet du statut et de l'âge est assez constant. Ça dépend aussi au niveau organisationnel. Il y a, comme je viens de parler, des effets de discipline. Si on regarde de nouveau à l'Université de Lausanne, si je prenais le critère du pourcentage de scientifiques engagés, c'était les géosciences qui avaient le plus de scientifiques engagés. Par contre, si je prenais le critère de la moyenne du nombre d'activités faites, là, c'était la théologie. Donc ça aussi, c'est toujours le problème dans ces études, c'est qu'en fonction du critère qu'on utilise, de l'indicateur qu'on utilise, on peut avoir des champions qui varient. Mais ces enquêtes ne disent rien de la perception des scientifiques lorsqu'ils s'engagent. Comment est-ce qu'ils sont perçus? Quel est l'effet de leur engagement? Pour cela, en fait, il faut revenir non pas aux études sur les scientifiques, mais aux études sur la population.
Et donc, j'ai fait un petit peu un inventaire du contenu des eurobaromètres et j'ai vu que la première question posée sur les scientifiques, elle se trouve en 1977. Alors, je ne résiste pas à vous la lire, tant elle est imprégnée de stéréotypes de genre, puisqu'on y parle « Avez-vous l'occasion de voir des hommes de sciences contemporaines ?» Alors, heureusement, après, ça a été changé. Mais donc, si on regarde un petit peu l'inventaire, on voit qu'au début, il y a une ou deux questions qui portent sur les scientifiques. Et c'est que dans le dernier Eurobaromètre, en fonction du contexte que je vous ai énoncé auparavant, qu'on a plus d'une vingtaine de questions qui explorent certaines différences. Et donc, je vais vous présenter des résultats sur ces différentes dimensions. La première question que je vous propose, c'est la suivante. Elle porte sur l'image du scientifique potentiellement dangereux. Et comme, en fait, la Suisse a participé depuis 2000 aux Eurobaromètres, elle n'a pas participé avant, eh bien, on peut voir l'évolution des réponses et on voit que le pourcentage d'accord dans ces 20 dernières années a diminué et actuellement, il est inférieur au pourcentage de personnes qui ne sont pas d'accord. Donc, le mythe du scientifique dangereux, par les connaissances qu'il a, n'est plus prégnant actuellement. Et quand on fait ce genre d'analyse, très vite, on a envie d'essayer de voir quel est le profil de ceux qui sont d'accord avec un énoncé. Et donc, c'est ce que je vous présente ici. On voit qu'il y a un effet de genre, d'âge, d'habitat, de proximité avec les sciences, que ce soit au niveau des connaissances scientifiques ou au niveau de la formation. Mais tout de suite, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas essentialiser ces groupes. Il ne faut pas utiliser ces résultats pour renforcer des lignes de fracture sociale. Prenons la variable connaissance scientifique. Déjà, c'est assez difficile de définir qu'est-ce qu'on va mettre dans la question pour établir si une personne elle a des connaissances scientifiques ou pas. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, quand on fait les analyses, on voit qu'on a des personnes avec des très hauts niveaux de connaissances scientifiques qui sont aussi d'accord avec cet énoncé. Donc, il ne faut pas penser qu'il n'y a que des personnes avec des niveaux de connaissances faibles qui ont cet avis. D'accord ? Et donc, il faut essayer d'éviter, pour tout ce qui est, par exemple, de connaissances scientifiques, de renforcer le déficit modèle, qui est une forme, finalement, de discrédit de tous ceux qui auraient des attitudes négatives vis-à-vis des sciences. Donc, ça, c'est la prudence que j'aimerais avec ce genre de résultats. Donc, la première question, c'était est-ce que les scientifiques sont dangereux ? La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'ils sont responsables ? Pour illustrer cela, on pourrait prendre le cas de l'intelligence artificielle, avec les multiples usages positifs qu'on nous vend actuellement. Peut-on se contenter de développer l'IA, comme Sam Altman, le patron de ChatGPT, en déléguant à d'autres la gestion de nombreux problèmes, des nombreux enjeux éthiques relatifs, ou est-ce que les développeurs scientifiques doivent être tenus responsables pour le détournement de leur technologie à des usages frauduleux ? Eh bien, cette question, elle est posée dans le contexte général et on voit en fait que les avis sont partagés, mais une majorité est plutôt du côté de l'avis que les scientifiques ne doivent pas être tenus responsables des usages néfastes que d'autres. Mais bon, on a une différence entre les deux qui n'est pas très, très importante. Et donc, effectivement, ça aurait été intéressant de pouvoir développer cette question de la responsabilité dans différents contextes. Après, c'est toujours la négociation qu'on a avec la Commission européenne sur le nombre de questions que l'on peut inclure. Et donc là, on n'a pu avoir que celle-là. Et donc, les deux premières questions que je vous ai présentées, finalement, portent sur des conséquences potentiellement négatives du travail des scientifiques. Donc, se pose la question très vite de la confiance envers les scientifiques. Et là aussi, on avait déjà ça avec la confiance avec les sciences. On a différentes études qui nous permettent de comprendre cela. Le Wissenschaftsbarometer, lui, interroge sur la confiance envers les scientifiques des hautes écoles. Vous voyez qu'on a un niveau de confiance qui est équivalent à celui de la science. Les eurobaromètres, comme avant, en fait, posent la question de manière indirecte. Qui est-ce qui est le mieux qualifié pour expliquer l'impact des sciences et des technologies sur la société ? Et l'Eurobaromètre distingue les scientifiques dans les hautes écoles et les scientifiques
qui travaillent dans les industries. Donc on voit que pour les scientifiques dans les hautes écoles, en bleu, le niveau de confiance est très élevé. Par contre, pour les scientifiques travaillant dans l'industrie, le niveau de confiance est beaucoup moins élevé, en orange. Donc, mais néanmoins, les courbes bleues et oranges sont plutôt sur une tendance croissante. Ce que l'on voit grâce à l'Eurobaromètre, c'est qu'est-ce qu'il en est des autres acteurs. On a les journalistes, le gouvernement, les médecins autour de 20%, ça ne bouge pas beaucoup. Et puis tout en bas, en gris, on a les hommes et les femmes politiques. Alors ce qu'il y a d'amusant avec les Eurobaromètres, c'est qu'on se dit, on va essayer de comparer. Qu'est-ce qu'il en est? Comment est-ce qu'on compare les Suisses et par exemple les Français et les Allemands? Eh bien, si on fait cela, on voit en fait que les Suisses accordent plus de confiance aux scientifiques travaillant dans les hautes écoles que les Français ou les Allemands. Ils accordent aussi plus de confiance dans le gouvernement. Mais par contre, ils accordent moins de confiance envers les journalistes, envers les médecins. Et puis dans les trois pays, les hommes et les femmes politiques sont tout en bas avec autour de 5%. Voilà. Donc ça, de nouveau, il n'y a pas de crise de confiance envers les scientifiques. Mais néanmoins, est-ce que ça veut dire que la population, elle est contente, elle est satisfaite de toutes les relations qu'elle peut avoir avec les scientifiques? Eh bien, la première question que j'aimerais vous soumettre, c'est la suivante. Est-ce que la population pense que les scientifiques passent suffisamment de temps à rencontrer des personnes comme elles pour leur expliquer leur travail? Eh bien, une majorité considère que les scientifiques pourraient en faire plus. D'accord ? Néanmoins, ce reproche finalement de ne pas en faire assez, il est moins important parmi les jeunes, parmi les hommes, parmi les personnes vivant par exemple en Suisse allemande. Ça, c'est une des situations où le grand public, la population rencontre les sciences, mais en fait, elle rencontre aussi en Suisse en lien avec des décisions qui pourraient être prises en matière de sciences et de technologie. Et donc, la question qu'on a posée, c'est, on a proposé différents types de gouvernance relative aux sciences et aux technologies, et on leur a demandé de choisir la gouvernance qui leur convenait le mieux. Eh bien, on voit qu'il n'y a que 2% qui souhaitent déléguer complètement ces décisions-là. Et donc, quelles sont les propositions qui sont choisies par la majorité des répondants? Eh bien, ils veulent avoir une implication active, c'est-à-dire être consultés et aussi faire en sorte que leur avis soit pris en compte lors des décisions, puisqu'on est à 50% pour cette implication active dans la gouvernance des sciences. Et donc ça, c'est une des manières de réfléchir à la gouvernance, mais il y a d'autres acteurs qui pourraient intervenir, il y a différents arguments qui pourraient intervenir. Et donc pour aller plus loin sur cette question, on leur a posé une série de dichotomies. Pour la première dichotomie, ce que l'on voit, c'est que la population fait primer le conseil d'experts à leur avis, à l'avis de la majorité. Donc ça, c'est une première dichotomie intéressante, puisque finalement, ça contredit ceux qui disent que la population se méfie des conseils d'experts. Seconde dichotomie, on voit qu'elle fait primer les questions éthiques et morales sur le potentiel de nouvelles découvertes. Et dernière dichotomie, la différence entre les deux options, elle est moins grande, mais elle fait primer le marché. Donc ça, c'est une première compréhension des facteurs qui pourraient être importants pour décider en sciences et la technologie, mais ça, c'est un premier résultat à plat. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir comment ces différents aspects s'articulent. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une analyse de correspondance multiple qui permet, dans un espace en 2 dimensions, de représenter les modalités de chacune des 3 réponses. J'ai mis des couleurs différentes pour chacune des dichotomies pour qu'on les voie bien. Et donc, comment est-ce qu'on interprète une analyse de ce genre? Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde quelles sont les modalités qui sont proches. Eh bien, sur la première dimension, on voit bien le lien qui existe entre la dichotomie verte et la dichotomie bleue. C'est-à-dire que les personnes qui choisissent plus de faire primer l'éthique et la morale vont plus accorder d'importance au gouvernement. À l'inverse, les personnes qui font plus primer le potentiel de découverte vont plus donner d'importance au marché.
On voit aussi qu'il existe un lien entre la question rouge et la question verte. En effet, les personnes qui font primer les conseils d'experts vont un peu plus choisir le potentiel de découverte que les personnes qui font primer l'avis de la majorité. Mais finalement, il n'y a pas de lien en termes de distance sur ce graphique entre la question rouge et la question bleue. Donc on voit se dessiner en fait comment est-ce que la population souhaite que les décisions relatives aux sciences et aux technologies soient prises. Et donc, si on continue dans la gouvernance, dans la politique, une question qui se pose et qui rencontre vraiment la thématique de cette journée, c'est l'intervention des scientifiques dans le débat politique. Comme c'était une question très importante, ce qu'on a choisi de faire, c'est de demander à la moitié de la population de répondre à la question formulée de manière négative et à l'autre moitié de la population de répondre à la question formulée de manière positive. L'idée, c'était d'éviter des biais d'acquiescement, d'influencer les réponses. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a très peu de biais, puisque les deux réponses sont relativement proches, mais une majorité des répondants considèrent que les scientifiques doivent intervenir dans le débat politique pour assurer que les décisions prennent en compte les preuves scientifiques. Et là, de nouveau, si on regarde un petit peu les profils, c'est plutôt les jeunes qui plébiscitent l'intervention des scientifiques. En Suisse romande aussi, on plébiscite un petit peu plus l'intervention des scientifiques dans le débat politique. Donc ça, c'est un des liens qui est intéressant, lien entre le scientifique et le débat politique. Mais il y a un autre lien qui est intéressant, en lien avec la technoscience, finalement, c'est le lien entre les scientifiques et l'industrie, puisque effectivement le régime de la technoscience a rapproché les scientifiques de l'industrie, puisque l'industrie permet des développements, permet des financements. Mais quel est l'impact sur la confiance attribuée aux scientifiques ? Eh bien, une des questions qui est posée, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut faire confiance aux scientifiques parce qu'ils dépendent de plus en plus de l'argent de l'industrie? Et on voit qu'une courte majorité, mais une majorité néanmoins, considère qu'on ne peut plus vraiment faire confiance aux scientifiques s'il y a un lien avec l'argent de l'industrie. Néanmoins, par rapport à 2010, le pourcentage qui est d'accord avec l'énoncé a décru. On est passé de 62% à 51%. J'aimerais en fait illustrer cette question du lien entre scientifique et industrie avec mon domaine de formation et d'enseignement, qui est la statistique. Darrell Huff, un journaliste américain, a publié en 1954 un petit livre intitulé « How to Lie with Statistics ». Et si on regarde le 4e de couverture, son objectif, c'était quoi? De défendre le profane contre les spécialistes du marketing et les politiciens. Peut-être que vous l'avez vu, ce livre. Alors, il contient toute une série de graphiques erronés, d'études biaisées, de chiffres qui n'ont absolument aucune importance. Et moi, personnellement, je l'utilisais en bachelor pour développer chez mes étudiants l'interprétation critique de résultats statistiques. Ce n'est pas parce qu'on a une statistique qui est énoncée dans un article scientifique ou un article des médias qu'on ne peut pas avoir une certaine distance critique vis-à-vis de cette statistique. Alors moi, j'ai toujours trouvé le titre assez provocateur, mais finalement, est-ce qu'il était vraiment provocateur ou est-ce qu'il indiquait quelque chose? Eh bien, le Tobacco Master Settlement Agreement de 1998, peut-être que vous avez entendu parler de cet accord, a obligé l'industrie du tabac à publier toute une série de documents. Et ces documents ont été épluchés par un certain nombre de personnes, en particulier par Robert Proctor, un historien des sciences. Et qu'est-ce qu'il a mis en évidence dans son livre sur l'industrie du tabac? C'est en particulier que Huff a été payé pour témoigner devant le Congrès à multiples reprises. Qu'est-ce qu'on lui demandait de faire? Qu'est-ce que l'industrie du tabac lui demandait en le payant? C'était qu'il fallait qu'il ridiculise les arguments statistiques de ceux qui montraient les effets nocifs de la cigarette. D'accord? Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Huff, en fait, c'est un journaliste. D'accord? Ce n'est pas un statisticien. Donc ça pose quand même la question, pourquoi est-ce qu'on a demandé à un journaliste qui a fait des études de lettres de venir témoigner devant le Congrès?
Ensuite, dans ces documents, on a aussi appris que Huff avait été payé $10 000 par le Tobacco Institute. Je ne sais pas si vous connaissez ce Tobacco Institute, mais c'est un institut scientifique fantoche parce qu'en fait, ce n'est pas un institut scientifique, c'est juste un regroupement d'un certain nombre d'industriels du tabac. Ils se mettent ensemble pour avoir des stratégies de marketing, des stratégies de défense, des stratégies de relations publiques en quelque sorte. D'accord ? Et donc, le Tobacco Institute a financé à $10 000 pour écrire un second livre. Ce livre devait s'intituler How to Lie with Smoking Statistics. Donc on voit que le côté How to Lie continuait chez lui. Qu'est-ce qu'il devait faire ? Bien, il devait reprendre les fameuses études qui montraient les effets nocifs du tabac, et puis il devait les démonter. Ce qui se passe, et je reprends ma situation, moi quand j'ai vu ce livre de Huff, ça m'a intéressée parce que en fait, il était renommé pour le nombre d'exemplaires qu'il avait écoulé de son livre, mais il était aussi très réputé pour ce qu'on appelle la littératie statistique. Oups. Et donc, en fait, pour ma part, j'ai pensé que c'était un expert qui travaillait dans son domaine de compétences. C'est vrai que je n'ai pas fait l'effort d'aller regarder si c'était un professeur de statistique. Et donc, le problème aussi, lorsqu'on doit essayer de juger de la crédibilité d'une personne, c'est comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit aller éplucher pour savoir, ou est-ce que finalement les personnes devraient être transparentes sur la nature de leur intervention ? Est-ce que Huff est allé devant le Congrès pour dire, écoutez, moi je suis un journaliste, voici ce que, en tant que journaliste, je peux dire sur les études relatives aux effets nocifs du tabac. Et puis, le deuxième aspect qui est intéressant avec cette étude, c'est qu'effectivement, la crédibilité, elle dépend de l'autonomie, et donc en particulier des financements. Eh bien, pour Huff, il a fallu attendre 30 ans pour qu'on soit au courant qu'il avait été financé. Et en fait, je vais finir ma petite parenthèse, mais il y a eu d'autres statisticiens qu'on s'est rendu compte qui avaient été financés, et ça a amené quand même une large discussion dans ma communauté sur le lien qui existait. Parce que très clairement, en fait, Huff, c'était un agent des marchands de doute, pour reprendre la terminologie de Naomi Oreskes. Mais c'est vrai que c'est difficile de savoir. Et donc, quand on est monsieur et madame tout le monde et qu'on a devant nous un scientifique, comment est-ce qu'on fait pour juger de sa crédibilité ? Parfois, on a des informations qui sont claires, parfois, elles ne sont pas claires. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte en psychologie sociale, c'est qu'en général, effectivement, s'il y a peu d'informations, eh bien, les personnes, elles vont utiliser les représentations sociales qu'elles ont du groupe global auquel elles appartiennent. Et donc, c'est pour ça que dans l'Eurobaromètre, on a posé ce qu'on appelle un questionnaire de caractérisation. On a un certain nombre de caractéristiques positives en noir, négatives en rouge, et puis on demande aux répondants, est-ce que vous considérez que ces caractéristiques décrivent les scientifiques d'aujourd'hui bien ou pas ? D'accord ? Eh bien, ce que l'on voit, c'est que les 3 caractéristiques qui décrivent le mieux les scientifiques aujourd'hui sont l'intelligence, la fiabilité et l'honnêteté. Toutes caractéristiques qui sont quand même source de crédibilité. La première caractéristique qui est négative, c'est le fait qu'ils sont mauvais en communication. Donc, si je fais le lien avec ce que j'ai dit auparavant, non seulement, en fait, une majorité de la population considère que les scientifiques ne font pas assez de communication, mais là, en plus, ce qu'ils disent, c'est qu'ils trouvent que quand ils en font, ils ne sont pas très bons. Alors, ça, c'est de nouveau une représentation à plat des résultats. On peut essayer de rechercher l'organisation cognitive des éléments du champ représentationnel des scientifiques. C'est ce que j'ai fait avec une technique multivariée qui s'appelle multidimensional scaling, qui donne une bonne représentation si la qualité et le stress, elle est plus petit que 0.10. Là, on voit qu'on a une bonne représentation. Et qu'est-ce qu'elle indique, cette représentation ? Ce qu'on a d'un côté, selon la dimension horizontale, des caractéristiques d'intelligence, de fiabilité, d'honnêteté, qui sont opposées à des caractéristiques d'arrogance, d'immoralité, d'étroitesse d'esprit. Et puis, on a une seconde dimension qui oppose des caractéristiques d'altruisme, de déférence, à des caractéristiques de communication. D'accord ?
Ça, c'est les représentations sociales. Il faudrait effectivement, pour aller plus loin, faire un deuxième questionnaire, un questionnaire qu'on appelle de mise en cause. Mais là aussi, malheureusement, on n'a pas eu la possibilité de l'intégrer dans l'Eurobaromètre. Mais ce qu'on a pu intégrer dans l'Eurobaromètre, c'est un deuxième set de questions. On avait comme ça la perception des scientifiques. On aura aussi demandé, mais c'est quoi les caractéristiques pour vous d'un scientifique idéal? Parce que ça peut être différent. On perçoit quelque chose, mais peut-être qu'on aimerait encore d'autres choses. Et donc on voit que les 3 qualités du scientifique souhaité sont l'honnêteté, l'intelligence et la moralité. Donc, notons quand même pas que parmi les 3 caractéristiques, 2 sont l'honnêteté et la moralisation, ce qui indique peut-être qu'un souhait pour plus de moralisation du travail des scientifiques. On peut, grâce à l'Eurobaromètre, de nouveau comparer, et on voit que la première qualité dans la majorité des pays, c'est l'intelligence. C'est le cas en Allemagne. Dans 5 pays comme la Suisse, c'est l'honnêteté qui est en premier. Et dans 5 pays, dont les Pays-Bas, ce qui est en premier, c'est la fiabilité. Donc il faudrait effectivement, ce serait intéressant, de faire des études plus approfondies pour essayer de comprendre ces différences culturelles. En conclusion, ma présentation a permis de faire un tableau général. Elle n'a pas porté directement sur la crédibilité des scientifiques, mais je l'ai abordée indirectement en sélectionnant des résultats que l'on sait influencer la crédibilité des scientifiques. Par exemple, en mobilisant des questions d'attitude vis-à-vis des promesses que l'on pourrait faire vis-à-vis des sciences, ce que l'on voit, c'est qu'une majorité des citoyens n'adhèrent pas à toutes les promesses que l'on peut faire sur les sciences, par exemple rendre les ressources naturelles inépuisables, si vous vous rappelez. Donc il y a donc risque de perte de crédibilité des scientifiques en continuant dans le registre des promesses. Ce que l'on a vu aussi, c'est que le lien avec l'industrie pour les financements est source de perte de confiance. Et donc, comme la confiance est un élément de la crédibilité, la technoscience, finalement, est en soi une menace à la crédibilité des scientifiques. Et puis le dernier résultat que j'aimerais souligner, c'est le résultat sur l'intervention des scientifiques dans le débat public. Une majorité considère que c'est tout à fait bien que les scientifiques participent au débat public pour faire intervenir des résultats scientifiques. Donc, effectivement, ces questions, elles étaient assez générales, puisqu'elles portaient sur le scientifique. On n'a malheureusement pas toujours la possibilité d'aller dans le détail. Il faudrait compléter cela avec des études, par exemple, sur des scientifiques dans différents domaines. Autre résultat que j'aimerais mettre en évidence, c'est les représentations des scientifiques, puisqu'elles sont quelque part souvent utilisées pour juger de la crédibilité d'une personne, d'un scientifique et dans l'espace public, eh bien, on a vu que les caractéristiques les plus importantes, c'était l'intelligence, la fiabilité, l'honnêteté. Donc, ça renforce l'idée que la crédibilité des scientifiques est relativement élevée dans la population. Et puis, dernier élément que j'aimerais mettre en évidence, c'est le fait que la prétendue crise de confiance envers la science ou envers les scientifiques, elle n'a pas lieu en Suisse. D'accord ? Quand je dis ça, mes interlocuteurs sont souvent étonnés. On me demande, mais vous êtes sûr ? Ben voilà, je vous ai montré différentes études qui arrivent toujours au même résultat. Donc, il n'y a pas cette fameuse crise de confiance. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on doit essayer de viser une confiance absolue, une confiance quasi aveugle. Parce que je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est plus de mise aujourd'hui. On est plutôt dans le régime de la citation qu'on attribue à Ronald Reagan, je ne sais pas si c'est lui qui l'a vraiment dit, mais « trust but verify ». On est plutôt dans une situation de confiance prudente. D'accord ? Ou bien on pourrait aussi choisir une autre définition. Donc si on abandonne cette dichotomie confiance-méfiance, on pourrait choisir la notion de saine défiance, qui est celle qui est proposée par Ben Stott-Vincent et Dort dans leur dernier livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, je trouve qu'il est assez intéressant. Dans cette notion de saine défiance, pour y arriver, ce qu'il propose, c'est finalement une sorte de coproduction des sciences entre les scientifiques et la population. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les deux participent à leur définition, les deux participent au choix des approches qui sont utilisées pour définir cela.
Alors vous me direz, jusque-là, il n'y a pas tellement de différence avec ce que Calon ou Novotny ont proposé. Quelle est la différence avec Bensault, Vincent et Dort? C'est que dans cette coproduction de la science, ce que les deux auteurs suggèrent, c'est qu'il faut que ce débat soit aussi au niveau des valeurs. D'accord? Et le dernier chiffre que je vais vous donner, c'est qu'effectivement, dans l'Eurobaromètre, il y a 67% des répondants qui étaient d'accord avec l'énoncé qui dit « La participation de non-scientifiques à la recherche garantit que la science répond aux besoins, aux valeurs et aux attentes de la société. » Donc, il y a cette idée d'intégrer les valeurs dans la coproduction de la science. Elle est aussi plébiscitée par une majorité des personnes. Et pour terminer, les enquêtes que j'ai évoquées dans cette présentation amènent des informations que j'espère utiles, mais des informations qui doivent cependant être discutées à l'aune d'autres types d'études, par exemple observation de pratiques concrètes, études expérimentales analysant la crédibilité attribuée au public, par exemple dans des domaines scientifiques très particuliers. Et il me semble que cette matinée, justement, élargira la thématique avec d'autres types d'études et je me réjouis de découvrir et confronter nos résultats. Je vous remercie. Merci beaucoup Fabienne Kreta von Roten. On a encore une petite dizaine de minutes pour les questions. Donc, moi j'ai peut-être une première question pour lancer le débat. Cette crise supposée crise de confiance en la science qui n'existe pas vraiment en fonction des chiffres que vous avez présentés, quelle est son origine finalement? Pourquoi est-ce qu'on a cette idée-là ou cette idée-là est véhiculée dans le discours public? Est-ce qu'on a des hypothèses à ce sujet-là? Il y a un certain nombre d'hypothèses. Une des hypothèses, c'est qu'avec le diagnostic crise de confiance vient la solution qui est la communication scientifique. Et donc, ça c'est une des réponses possibles, mais il y a toute une série d'institutions qui ont été créées, d'acteurs qui ont été mobilisés pour renforcer, augmenter la communication scientifique. Et donc, effectivement, on a la solution. Donc, c'est plus facile de faire un diagnostic pour lequel on a la solution qu'un autre diagnostic pour lequel on n'aurait pas de solution. Ça, c'est une des réponses possibles. Et effectivement, si on regarde dans le paysage suisse, dans cette période où on a décrété qu'il y avait une fameuse crise de confiance envers la science. On a vu apparaître, par exemple, la Fondation Sciences et Cité, qui est en charge du dialogue entre science et société. On a vu apparaître dans la majorité des universités des portes ouvertes. Donc voilà, il y a tout un arsenal qui a été déployé pour répondre à cette prétendue crise de confiance. Et donc c'est peut-être un petit peu par inertie qu'on continue à véhiculer ce diagnostic. Merci. Alors, on a déjà une première question au deuxième rang, et puis ensuite derrière là-bas, si vous pouvez. Johan, si tu peux passer le micro là. Gabriel lève la main. Voilà, merci. Et puis ensuite, monsieur, un petit peu plus derrière. Bonjour, merci. C'est juste passionnant, je déteste ça. Ces études. J'ai plein de questions. Je vais essayer d'en garder une seule. Quand vous montrez Sam Altman, il est en train de témoigner sous serment devant une commission du Sénat américain. Et ce qui angoisse ces mecs-là, mais c'est vieux comme les nanotechnologies, c'est vieux comme l'anthropocène, c'est-à-dire vous regardez tous les grands documents fondateurs de ces domaines qui ont produit énormément de débats publics et qui ont aussi produit beaucoup de méfiance ou de défiance dans le public. C'est l'angoisse de la peur du public, justement. Donc je me demandais, en fait, ma question c'est est-ce que vous mesurez ça? Est-ce que vous avez un moyen de le mesurer dans le futur, ou est-ce que vous avez des données dans vos études sur à quel point et comment les scientifiques ou les institutions scientifiques se méfient du public parce que irrationnel, parce que susceptible de coupler des enjeux qui supposément devraient rester séparés. C'est ce qu'on a vu sur les OGM historiquement. Hein, est-ce que ouais. Alors exactement. Moi, avec la vision un petit peu longue, on voit que pour les biotechnologies, ils n'ont pas fait et puis se sont retrouvés dans une situation conflictuelle, effectivement. Ce qui est assez troublant, c'est que pour les nanotechnologies, ils ont mis en place ce que j'appellerais upstream engagement, c'est-à-dire un engagement avec le public à la source, très vite. Et
pour une raison que je ne comprends pas vraiment, on ne voit pas vraiment apparaître ça pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que pour l'intelligence artificielle, le discours est plutôt « on n'arrête pas le progrès ». C'est là, il faut y aller, c'est magnifique. Voilà. J'arrive pas à... Il y a peut-être des études qui m'ont échappé, mais j'arrive pas à comprendre effectivement pourquoi cette notion d'engagement à la source pour voir si ça correspond réellement aux attentes du public ou pas, quels sont réellement les craintes du public ou pas. Sur l'intelligence artificielle, je ne le vois pas. Ok, merci. Question suivante, s'il vous plaît. Merci. Luis Velasco-Puflo, je suis chercheur à l'Université de Berne et professeur affilié à l'Université de Montréal. Ma question, c'est sur la définition, parce qu'en fait, vous nous avez parlé tout le temps des sciences et technologies, mais vous n'avez pas défini qu'est-ce que c'est la science, et surtout les personnes qui sont interrogées. Qu'est-ce qu'ils comprennent par science? Parce que ce n'est pas du tout la même chose si dans l'imaginaire de ces personnes-là, elles ou ils pensent à la physique et chimique ou à l'anthropologie, sociologie. Et je trouve donc de ce fait, vos résultats, en fait, tout ce que vous nous avez montré, aurait peut-être une importance plus limitée et ce qui me semble fondamental aussi, dans vos exemples au début, quand vous avez parlé de l'UNIL, vous avez parlé par exemple des engagements de la théologie. Il faut savoir que la théologie, dans de nombreux pays, elle n'est pas considérée comme une science. Et ça, je serais prêt à débattre. Donc, en fait, là, on est dans un flou tel que... Comment est-ce que vous en sortez? Tout à fait. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que la représentation que les gens ont de la science, ça a aussi interrogé toutes les personnes qui font ces enquêtes. Et donc, pour essayer de comprendre quelles sont les représentations des personnes quand ils répondent à ces questions, on a procédé de différentes manières. Une des manières, c'est de poser un certain nombre de disciplines et demander quelles sont scientifiques ou pas. Une autre manière de faire, c'est ce qu'on fait dans le Wissenschaftsbarometer. On demande d'associer des mots au terme science. Et effectivement, lorsque l'on pose des questions sur les sciences et technologies, la majorité des personnes associent cela à des disciplines comme la physique, la médecine, etc. Effectivement, on n'associe pas aux sciences humaines. Donc, ça fait partie de quelque chose qui est questionné par les personnes qui établissent ces enquêtes. Après, je n'ai pas à ma connaissance d'enquête qui aurait été très spécifique. Qu'est-ce que vous pensez des sciences humaines, etc. C'est vrai que l'écrasante majorité des enquêtes utilisent ce terme général en se souciant de voir qu'est-ce qui était associé à ces termes-là. Mais je n'ai pas de connaissance d'enquête qui serait faite spécifiquement sur les sciences humaines ou les sciences sociales. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une dernière question là-bas, parce que le temps tourne. Après, on passera là, mais vous pourrez continuer à discuter pendant la pause tout à l'heure. Vous avez mentionné que peut-être une partie de ce manque de crédibilité ou de confiance envers la science, ça viendrait des financements par l'industrie. Et malheureusement, dans certains champs, les financements publics, ils ne sont pas infinis. Et on doit reposer sur l'industrie. Donc, ça serait quoi une voie pour avancer là-dedans? Je pense que la voie qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la transparence. C'est-à-dire que quand on ne sait pas qui est financé, moi, ça m'a touchée parce qu'on n'avait pas d'informations sur le financement qu'il y avait su. Et puis, bon, on pourrait en discuter pendant la pause si ça vous intéresse, mais il y a des mathématiciens, statisticiens qui ont touché 20 millions de l'industrie du tabac pour financer. Donc, c'est énorme. Donc, effectivement, la transparence, c'est la première réponse qu'on pourrait donner, en fait. Merci beaucoup pour ces éclairages, ces réponses. On vous applaudit encore une fois.